D'accord. Je pense que c'est en train d'enregistrer. D'accord. Il est possible que ça enregistre sur votre ordinateur. Exactement. Dans quel cas, vous nous enverrez le fichier. Très bien. Bon, je compte sur votre enregistrement parce que du coup, moi, j'en aurai pas. Et je pense que vraiment, ça vaut la peine de partager ce genre de choses parce que les chefs d'entreprise, ils pensent ne jamais avoir besoin de protéger leur marque jusqu'au jour où ils ont des problèmes. Et donc, c'est jamais au moment des conférences que les gens ont besoin du contenu qui y est présent. Donc, on en parlera un petit peu après. En attendant, donc, je donne le go. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là. Merci à Rostan Tchanko d'avoir pu se libérer et d'être parmi nous pour nous parler de propriété intellectuelle, de protection des marques. Rostan est un avocat au barreau du Rwanda. Il nous vient du Cameroun par ailleurs, donc il a une culture un petit peu panafricaine. Et ça tombe bien parce que parmi nos auditeurs, on a des chefs d'entreprise dans la plupart des pays francophones d'Afrique. Et donc, Rostand travaille professionnellement dans le monde de la propriété intellectuelle et de la protection de la propriété intellectuelle. Je vais le laisser se présenter de façon un petit peu plus précise que je ne l'ai fait. Rostand, c'est à vous. D'accord, merci. Merci de m'avoir passé la parole, Emmanuel, et merci à tous les auditeurs et ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Rostan Tchanko, je suis avocat au barreau du Rwanda. En cabinet, j'ai eu une expérience dans... Rostan, on a un petit souci. On vous a perdu pendant quelques secondes. Là, c'est mieux? La vidéo est figée, le son est en train de revenir. Là, vous me suivez, c'est mieux? Là, on vous entend, oui, allez-y. D'accord. J'étais en train de dire que je suis avocat au barreau du Rwanda. Avant d'être avocat, bien évidemment, j'ai pu acquérir une expérience en cabinet. Je vous interromps à nouveau, Rostan. Rostan, la connexion est à la limite, et donc votre voix est complètement robotisée. Ça s'est dégradé d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. Je vais faire quelques vérifications. Et là, curieusement, ça a l'air mieux. Là, c'est mieux? Oui, j'ai l'impression que c'est pas mal. D'accord. On peut continuer? Oui, on peut reprenez du coup. Allez-y. D'accord. Consécutivement à ce que vous avez dit, je disais, je suis avocat au barreau du Rwanda. Avant d'être avocat à Kigali, au barreau du Rwanda, j'ai été en cabinet, j'ai eu une expérience de 7 années en cabinet. J'ai fait quelques cabinets d'affaires à Douala, au Cameroun, précisément. J'ai toujours été confronté dans les cabinets, j'ai toujours été confronté dans le domaine de la propriété intellectuelle. C'est vrai aussi avec un bon penchant pour le droit des assurances, le contentieux relatif aux assurances, avant de revenir ici à Kigali et intégrer le barreau du Rwanda. Et, puisque le Rwanda est membre de la communauté est-africaine, c'est-à-dire quand vous êtes avocat au barreau du Rwanda, vous l'êtes également au Kenya, tous les pays que compose la communauté est-africaine. Et actuellement, je suis collaborateur dans le cabinet Global Trade and Chambers, un cabinet dédié aux investisseurs. Collaborateur, je m'occupe des dossiers qui touchent les startups et clairement le contentieux relatif à la propriété intellectuelle. Bon, à cause du Covid, tout récemment, nous faisions beaucoup plus dans le conseil, c'est-à-dire le conseil
pour les Mac, le conseil pour les modèles d'utilité. Donc, voilà, et ça me fait plaisir de pouvoir partager cette petite expérience, ce que j'ai eu à constater, les petites failles au niveau des Mac et plus précisément aussi des freelancers. Donc, voilà brièvement qui je suis en fait. Merci beaucoup. Et effectivement, l'articulation entre marque et freelance est en train de se généraliser. Enfin, ça fait déjà quelques années que ça a commencé, que ça a bien commencé, mais ça continue à s'accélérer avec les problèmes associés à cette combinaison. La parole est à vous. On est parti. Vous vous interrompez quand vous voulez, si vous pensez si vous voulez poser des questions publiques ou si vous voulez faire une pause pour quelques questions. Et puis, je vous interromprai si jamais il y a des questions qui me viennent par rapport à ce que vous venez de dire sur des choses qui ne seraient pas claires. Je vous interromprai, mais sinon, je vous laisse aller jusqu'à la fin. D'accord, je vous remercie. Bon, pour commencer… Passez bien votre présentation en plein écran pour ceux qui ont des petits écrans ou qui sont sur mobile. Ah, d'accord, ça marche. Merci. D'accord. Je dirais, pour commencer, bien évidemment, je vais être très bref et le plus important seront des questions. Alors, j'ai pu résumer cet exposé en 5 points clés, en fait. Le rôle que joue la propriété intellectuelle dans les prestations en freelance, les attentes des freelancers à l'égard de la gestion de la propriété intellectuelle, dans le cadre, bien évidemment, de votre activité, comment extraire la valeur de vos créations après que vous ayez, par exemple, mis un produit, comment extraire la valeur, quelques domaines de la propriété intellectuelle. On ne pouvait pas finir sans parler des domaines de la propriété intellectuelle qui touchent directement les prestations en freelance ou bien les PME. Et enfin, la propriété intellectuelle, comment est-ce qu'elle offre en réalité une position stratégique aux freelancers? Donc, comme vous le savez, bien évidemment, aujourd'hui en Afrique, on a une jeunesse qui innove, il y a des entrepreneurs qui naissent, il y a plusieurs forums qui parlent de l'entrepreneuriat, il y a des entrepreneurs. J'ai également constaté qu'il y a un problème de culture au niveau de la propriété intellectuelle. Plusieurs personnes, lorsqu'ils parlent de la propriété intellectuelle, soit ils ne maîtrisent pas, soit ils ne comprennent pas comment gérer la propriété intellectuelle. Mais je me suis demandé comment vous pouvez entreprendre. Et qui dit entreprendre, bien évidemment, c'est créer quelque chose de nouveau, c'est créer une certaine valeur. Comment est-ce que vous pouvez entreprendre sans penser aux côtés de la propriété intellectuelle? Alors moi, je pense que c'est un mécanisme indispensable pour les freelancers qui ont potentiel, qui ont savoir-faire et transformer ce savoir-faire en actif réellement négociable. Quand je parle d'actifs réellement négociables, c'est réellement profiter de votre expertise, réellement profiter de votre savoir-faire pour le monétiser. Alors, du coup, tout au long de cet exposé, je vais démontrer comment, à mon sens, bien évidemment, comment le prestataire en freelance doit désormais intégrer la propriété intellectuelle dans son mécanisme d'élaboration. Quand je parle de mécanisme d'élaboration, c'est-à-dire le freelanceur ou la PME, puisque vous avez certaines tâches ou bien vous avez certaines compétences précises, comment vous pouvez intégrer l'élément propriété intellectuelle dans vos services afin d'être en réalité beaucoup plus rentable et également sécuriser, pérenniser votre entreprise.
Bon, avant de continuer, j'aimerais bien m'arrêter sur l'expression freelance parce que elle a une connotation clairement différente par rapport à la conception qu'on a du freelance en Europe. Parce que c'est pour cette raison que je l'ai intitulé quel statut juridique pour le freelance? Est-ce que, en réalité, au regard de la loi des différents pays africains, bien évidemment les pays francophones, est-ce que le freelancer a un statut en réalité juridique? Cette personne physique, est-ce qu'elle a un statut juridique? Alors, dans mes recherches, je me suis rendu compte que dans l'acte uniforme portant le code, l'acte uniforme relatif au droit commercial général, le législateur n'utilise pas l'expression freelance, il utilise l'expression entreprenant. Le freelance, bien évidemment, il a un aspect beaucoup plus technique. C'est vrai, l'entrepreneur, lui, il a également un aspect technique, mais pas autant que le freelance. Donc, je pense qu'il faudrait déjà qu'on se situe là. Du coup, tout au long de l'exposé, je vais voguer entre freelancer et l'entrepreneur et la PME. De toutes les façons, l'exposé ou bien cette animation, c'est clairement dédié au PME parce que, bien évidemment, le freelancer, lui, lorsqu'il crée de la valeur, il aimerait se pérenniser dans le temps. C'est-à-dire, il pourrait se lier avec d'autres partenaires pour créer une PME, une petite moyenne entreprise. Parce qu'aujourd'hui, tout change, le monde est en pleine mutation. Aujourd'hui, on peut vous appeler pour une prestation de service. Demain, on ne vous appelle pas. Mais comment faire pour rentabiliser cela? Vous pouvez clairement vous lier, constituer une équipe. Si je suis compétent en informatique, l'autre est compétent dans un autre domaine, dans le marketing digital. Et si on se lie, question de réellement rendre rentable ce que nous souhaitons constituer et rester toujours aux aguets des différentes offres. Alors, j'ai pu rassembler une certaine statistique par rapport au MAC. Bon, les brevets, les brevets, c'est vrai, ne sont pas beaucoup utilisés en Afrique, d'après ce que j'ai vu d'ailleurs. Vous constaterez sur les statistiques, 0,5% de brevets sont délivrés en Afrique par an. 1,7% des parts d'activité de dépôt de MAC. L'Afrique représente juste 1,7% des parts d'activité de dépôt de MAC dans le monde. Moi, je trouve ça assez minime. Pourtant, les Africains sont en train d'entreprendre et tout. Donc, que dire des modèles d'utilité? 1,3%. Et je me suis arrêté un peu sur le Sénégal lorsque j'étais en train de faire quelques recherches sur le site de l'Organisation mondiale sur la propriété intellectuelle. C'est que la majorité, que ce soit au niveau des marques, que ce soit au niveau des brevets, la majorité des brevets sont délivrés à l'extérieur, c'est-à-dire des ressortissants sénégalais qui préfèrent non pas de revenir au niveau du Sénégal, au niveau de l'OAPI, puisque le Sénégal est membre de l'OAPI, ils préfèrent enregistrer plutôt leurs différentes marques à l'extérieur. Cela permet de s'interroger. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent? Est-ce que le marché sénégalais ou le marché ouest-africain n'est pas assez juteux, ou bien c'est à cause de la contrefaçon, ou bien c'est à cause des problèmes politiques? Bon, là, on pourra en discuter certainement au niveau des questions. J'ai pu recenser également certains secteurs où les freelancers émergent, de la real tech à la fintech, en passant par le e-commerce. Et à ce propos, j'ai beaucoup apprécié votre bouquin parlant du e-commerce en Afrique, qui puise clairement, qui est assez pratique. Mais bon, comme je dis, on va revenir là au niveau des commentaires. En parlant de la distribution, le coding, le web marketing, la e-health, la livraison, les services de livraison qui prennent de l'ampleur, les applications et les services en ligne, le web design,
Et le web design, bien évidemment, le graphisme, là, et l'agroalimentaire. Pour moi, ce sont des secteurs, en réalité, pas seulement des freelanceurs, les entrepreneurs touchent ces secteurs parce que ce sont des secteurs où il y a des besoins réels. Ce sont des secteurs où, et j'ai l'impression qu'ils touchent directement les problèmes auxquels sont confrontés, que ce soit la jeunesse ou bien certains pays africains. Le web design, par exemple, ou bien tout le monde aujourd'hui veut avoir un site Internet. Tout le monde, bon, certaines personnes qui s'y connaissent, veulent vendre sur Internet. Aujourd'hui, la cible, ce n'est plus du porte-à-porte ou bien les marchés populaires comme on le concevait avant. Aujourd'hui, la cible peut se retrouver partout sur Internet, c'est-à-dire de l'autre côté, sur une vitrine, sur un ordinateur. Bon, comme je l'ai dit tantôt, peu importe le domaine dans lequel vous exercez, vous devez innover. Et la montée des prestations en freelance est uniquement due au fait qu'il y a un manque réel. C'est un chef responsable d'entreprise pour certaines questions assez spécifiques, certains domaines assez spécifiques, il préfère faire appel aux indépendants. Un freelancer, c'est quelqu'un d'assez indépendant qui n'est pas lié avec un contrat, un contrat d'après le code du travail avec un employeur, c'est-à-dire il n'est pas astreint à cette subordination qu'est un employé avec un contrat. C'est-à-dire que vous le payez par rapport à la prestation, vous le payez par rapport à son savoir-faire, et puis il vient et il touche son dû, et puis il part. Et c'est dans ce sens, lorsque vous êtes freelanceur, c'est uniquement probablement à cause de votre capacité d'innover. L'innovation, c'est ce qui vous permet de vous distinguer, et le fait d'apporter une touche créative à vos produits et vos services. Dans cette logique, il est important pour le freelanceur d'innover à chaque fois pour avoir une valeur forte, une valeur importante et être toujours courtisé par les responsables d'entreprise. Et même quand le freelanceur veut avoir sa propre boîte, il faudrait qu'il innove à chaque fois. Et quand je parle d'innovation, je parle de créativité, c'est où en réalité intervient l'élément de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle n'intervient pas comme ça. La propriété intellectuelle intervient uniquement lorsque vous devez innover, lorsque vous avez innové. Et lorsque vous avez innové, il y a certaines conditions, bien évidemment, pour pouvoir extraire la valeur de la propriété, le droit que vous pourriez bénéficier de la propriété intellectuelle. Surtout que nous sommes aujourd'hui dans un monde d'innovation très ouvert. Et du coup, le droit de la propriété intellectuelle constitue un important levier d'éclosion pour la croissance de certaines PME. Parce que, figurez-vous, lorsque certaines PME, bien évidemment, vous avez l'esprit ingénieux, vous avez l'esprit créatif, alors, il y a d'autres personnes qui attendent uniquement que vous ayez créé votre truc et ensuite ils entrent à l'intérieur avec la contrefaçon, ils entrent à l'intérieur ou bien copient complètement votre idée. Il y a certaines personnes qui ne dorment pas parce qu'ils créent des contenus assez importants, des contenus qui portent, des contenus. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas bénéficier du droit de la propriété intellectuelle? C'est uniquement parce qu'ils ne le savent pas. Et c'est très important de se renseigner, surtout lorsque vous êtes dans une activité digitale. C'est très important de se renseigner, prendre conseil afin de pouvoir protéger vos droits. Alors, moi, je dis, la propriété intellectuelle joue un rôle de prévention parce que, en amont, la propriété intellectuelle vous prévient de la contrefaçon. La propriété intellectuelle vous protège de certains aspects de l'exploitation frauduleuse de certains de vos produits, mais aussi des conflits qui pourraient naître à la suite de votre création ou de vos prestations. Elle vous permet de générer des revenus substantiels en cédant votre licence ou bien même en collaborant avec d'autres personnes. C'est-à-dire, vous pouvez être le responsable ou bien la personne qui a
eu l'idée par rapport à quelque chose, mais cependant, vous ne savez pas comment la vulgariser. Alors, vous décidez de partager avec une autre personne qui probablement a plus de moyens pour pouvoir vulgariser votre produit. C'est pour cette raison que je parle de collaboration. La propriété intellectuelle joue un rôle, a une fonction importante dans la stratégie du freelance parce que lorsque vous avez une stratégie de base, si vous êtes je ne sais pas, j'ai envie de dire un vendeur, et vous avez créé une nouvelle méthode, un nouveau mécanisme pour pouvoir vendre, il faut clairement le protéger. Si vous le protégez, ça veut dire que vous vous projetez sur du long terme. C'est pour cette raison que je parle d'une stratégie. Si vous pensez déjà à la propriété intellectuelle à la base, avant de mettre sur pied votre produit, je pense que cela vous donnera beaucoup plus de motivation pour pouvoir avancer parce que vous allez vous sentir assez particulier, singulier dans votre création. Alors, la propriété intellectuelle offre également l'opportunité aux freelances de s'agrandir et de sécuriser ses acquis. Étant donné que nous sommes dans un monde d'innovation ouverte, l'OAPI couvre littéralement 17 pays et l'organisation régionale de la propriété intellectuelle qui couvre également beaucoup plus les pays de l'Afrique anglophone, couvre également 19 pays. Ce n'est pas négligeable pour quelqu'un qui veut se porter vers l'avenir et qui a une matière grise à pouvoir vendre en réalité. Parce que votre idée, comment vous pouvez la rentabiliser? Sinon, si vous ne pouvez pas la rentabiliser comme ça, vous pourriez clairement devenir un employé, postuler à certains emplois et puis avoir un contrat de travail. Là, vous n'allez pas vous déranger. Ceux qui sont assez innovateurs, ceux qui sont assez créatifs, ils pourront clairement bénéficier du fruit de leur création, bien évidemment s'ils s'y mettent. Alors, le troisième point concerne, je me suis posé la question, quelles sont les attentes d'un freelanceur à l'égard de la gestion de la propriété intellectuelle dans le cadre de son activité? OK, après le rôle, finalement, qu'est-ce que vous attendez? Comment est-ce que vous pourriez faire valoir, votre droit à la propriété intellectuelle? Alors, même si vous êtes bien évidemment un électron libre, parce que vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'agrandissement. Ce que vous connaissez aujourd'hui, demain, une autre personne peut venir clairement vous détrôner ou bien apporter un nouveau mécanisme qui pourra aider la population. Parce que l'entrepreneur, c'est clairement celui qui trouve un manque. C'est-à-dire, il y a un manque quelque part, il essaye d'innover pour pouvoir combler cela. Mais cependant, il y aura une autre. Dans ce manque-là, en réalité, il y a certaines étapes. Je vais vous prendre l'exemple d'un fabricant de meubles. Vous pourriez fabriquer vos meubles, ils sont tout jolis, mais il y a une personne qui va vous dire, ben tiens, je crois que si vous dessinez sur ce meuble, cela va rendre encore le meuble beaucoup plus joli. Alors, rien que le fait qu'il est dessiné et que cela ressort l'esprit original, tant pour le meuble que la signature, là, c'est quelque chose d'assez créatif. Pas forcément inventif, mais c'est assez créatif. Rostand, Oui, Emmanuel. Rostand, je vous interromps une seconde. J'ai l'impression que Allô? pour l'écran, D'accord. oui, c'est bon. Et ce que je vous propose, c'est de redémarrer, enfin de continuer, mais sans la vidéo cette fois. Sans la Comme vidéo. notre expert Zoom vient de nous l'indiquer, c'est possible que ça ralentisse et ça consomme la bande passante. Et comme c'est un on va faire juste avec le son et le partage d'écran. Je vous laisse votre écran. D'accord. Là, c'est mieux? Voilà, c'est parfait. Allez-y.
repasser en plein écran, voilà. Et je vous rends la main. Voilà. Avant que vous m'interrompiez, j'étais en train de parler quelles sont les attentes d'un freelance à l'égard de la gestion de la propriété intellectuelle. Ça, c'est le troisième point que nous abordons. Euh, pour répondre à cette préoccupation, il faut déjà comprendre que même quand vous exercez une activité en électron libre, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'agrandissement. Vous avez besoin de stabilité parce qu'il faut bien penser votre produit. Être freelance, vous ne pouvez pas être freelance pendant 4-5 ans parce que tout le temps, la technologie, le numérique, ça change. À un moment donné, le responsable d'une entreprise, celui qui avait l'habitude de vous appeler, s'il estime que vous lui coûtez assez cher ou bien pas, il peut décider de recruter une personne qui pourra faire votre boulot ou bien changer, trouver un autre prestataire. C'est vrai, c'est la réalité. Alors, il faut être tout le temps inventif, être créatif. Et pourquoi ne même pas… Pourtant, on a à nouveau le problème de la bande passante qui massacre votre voix. Oh là là, oh là là. Oh là là. Alors, là, vous me… Allô? Oui, on vous entend à nouveau. D'accord. Je vais revenir, s'il vous plaît. Allô? Oui, vous pouvez y aller. Ah, d'accord. Bon, je parlais de la gestion de la propriété intellectuelle. La gestion de la propriété, la bonne gestion de la propriété intellectuelle vous permet d'avoir une attitude défensive. À ce niveau, vous utilisez les droits qui sont attachés à la propriété intellectuelle de votre produit qui a des fins de défense. C'est-à-dire, lorsque vous décidez, lorsque vous êtes conscient, vous prenez conscience de votre créativité ou bien du produit innovant que vous avez mis sur pied. Bon, quand je parle du produit innovant, ce n'est pas forcément, ça peut être probablement un nom commercial, ça peut être une marque qui couvre un produit. Alors, lorsque vous prenez conscience et que vous enregistrez votre marque, votre produit auprès des organismes comme l'OAPI, bien l'ARIPO, j'ai pris l'exemple des ministères de tutelle ici où parce que plusieurs personnes ne le savent pas. Les ministères, je ne sais pas comment ça se passe au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire, mais les ministères qui ont l'industrie et probablement la mine dans leurs attributions, généralement, ils octroient des subventions pour les PME qu'ils veulent faire enregistrer leur marque. Le problème, se retrouve au niveau de la communication. Plusieurs personnes ne le savent pas. Il y a plusieurs forums qui sont organisés par rapport. D'aucuns se plaignent. OK, voilà, les frais de conseil sont assez importants, c'est-à-dire lorsque vous rencontrez un avocat ou bien un mandataire de l'OAPI, il va vous demander bien évidemment des frais même d'ailleurs de consultation, mais cependant, il ne va pas vous garantir, OK, votre marque, elle sera enregistrée directement. Non, il vous donne d'abord le conseil et ensuite, vous arrangez et puis pour pouvoir enregistrer la marque. Donc, je t'en dis, vous n'êtes pas obligé forcément de passer par l'OAPI. Au Sénégal, il y a je crois, une agence spécialisée pour l'innovation. Vous pouvez passer par vos ministères de tutelle. Allez vous renseigner là-bas. Une marque, vous l'enregistrez. Sinon aujourd'hui, il y a des gens qui créent des pages Facebook qui vendent assez bien. Nous avons eu un contentieux relatif
à ce type de problème. Une dame qui avait une page Facebook qui avait pratiquement des milliers de followers. Elle vendait des produits cosmétiques, mais cependant, elle n'avait jamais enregistré sa marque. C'est vrai, sa marque avait déjà pris une certaine notoriété dans le milieu. Cependant, il y a une autre qui est partie, elle a littéralement copié le concept. Elle s'est fait enregistrer. Elle a ouvert une boutique. Et puis, la dame, lorsqu'elle a constaté qu'elle perdait clairement la clientèle, elle a clairement porté plainte à l'autre en lui disant, ben, tiens, c'est moi la première à avoir cette marque et tout. Moi, tout le monde au quartier me connaît. Tout le monde sait que voilà, je fais des trucs sur Facebook, je commercialise tel produit. La dame lui a dit, ben, tiens, ça, c'est ton problème parce que moi, j'ai enregistré ma marque il y a de cela 2 ans et je l'utilise. Alors, bien évidemment, le contentieux s'est soldé par une voie amiable et la première qui avait déjà des milliers de followers, elle a dû vendre son compte. À la seconde parce qu'elle perdait sérieusement la clientèle. Et vous savez pertinemment que votre marque, c'est ce qui vous identifie. Votre marque, plusieurs consommateurs, ils aiment savoir que, OK, ils sont protégés même par la marque. C'est vrai, en Afrique, il y a beaucoup de contrefaçons, mais cela n'empêche clairement pas que vous ayez cette attitude défensive pour protéger votre produit. Le second, je parle du contrôle de coût. Le contrôle de coût, c'est l'attitude qui est toujours défensive. Elle est défensive, pourquoi? Parce que c'est bien, vous allez vous faire enregistrer et vous allez mettre un coût pour la création de votre produit. Mais cependant, n'oubliez pas que après la création de votre marque, il va vous falloir vivre. Il va falloir continuer de travailler. Il va falloir travailler l'outil marketing. Cela peut vous coûter cher. Alors, l'idéal serait de réduire les coûts de votre création. Je ne dis pas vous allez faire des trucs bon marché ou bien des trucs de façon aléatoire. Non, mais en réduisant conséquemment les coûts qui impactent sur votre création. L'utilisation intégrée. L'utilisation intégrée intervient ici du moment où vous avez clairement intégré l'outil de la propriété intellectuelle dans les variétés d'aspects commerciaux. Et à mon sens, il importe à tout entrepreneur d'intégrer la propriété intellectuelle comme véritable outil commercial à l'ensemble de ses activités. Visionnaire, vous ne pouvez pas être un entrepreneur si vous n'avez pas une vision. Alors, si vous enregistrez votre marque et 2 ans après, vous fermez boutique, je pense que c'est vous qui êtes en train de perdre. Si vous enregistrez votre marque, vous ne l'utilisez pas. Ici au Rwanda, encore, excusez-moi, je reviens encore sur un exemple, sur des exemples auxquels nous sommes confrontés assez régulièrement en cabinet. Une marque également assez connue au Rwanda qui faisait dans l'emballage des produits pour les cheveux, des produits pour des femmes. Alors, cette marque a été enregistrée, cette marque avait été enregistrée au Kenya. Ensuite, ils l'ont transposée au Rwanda. Au Rwanda, ils n'avaient en réalité plus une forte clientèle comme au Kenya. Cependant, ils ont arrêté, ils ont cessé de travailler, ils ont cessé de produire, ils ont cessé toute activité pendant au moins 5 ans. Il y a un autre qui est entré dans le marché. Il a littéralement changé quelques chiffres, quelques signes sur la marque. Bien évidemment, ça sautait à l'œil nu que c'était de la contrefaçon parce qu'il y avait également des couleurs qui étaient similaires. Du coup, c'était trompeuse. Cette marque était trompeuse. Le consommateur, lui, s'identifiait à l'ancienne marque. Il a dit, ben, tiens, hey, vous avez refait surface. Moi, je croyais que vous ne faisiez plus tel ou tel produit. Alors, c'est comme ça qu'il s'est accaparé de la clientèle et ils sont partis au contentieux. Le premier, il bénéficiait uniquement parce qu'il avait enregistré sa marque et qu'il continuait toujours de payer ses taxes au niveau de l'Office rwandais de développement.
Par contre, le second, lui, faisait en réalité vivre la marque. Le premier, lui, il demandait au juge de détruire complètement tous les produits, de cette marque frauduleuse. Le juge dans le contenu de la décision, il a dit, c'est vrai, cette marque, elle est contrefaite, nous demandons d'arrêter la production de cette marque ou bien des produits qui découlent de cette marque. Cependant, nous ne pouvons pas détruire les produits parce que durant les 5 années, vous n'avez jamais utilisé la marque. Vous êtes toujours resté. Lui, il a fait vivre la marque, même si elle a été frauduleuse. Alors, c'est pour cette raison que je parle de visionnaire. Si vous décidez de mettre sur pied un produit, il faut avoir une vision par rapport. Il faut construire une entreprise pérenne. D'ailleurs, il y a plusieurs statistiques qui parlent, plusieurs PME, plusieurs startups meurent au bout de 5 années en Afrique. Pourquoi? Probablement parce qu'ils n'ont pas de vision. C'est vrai, d'aucuns diront, voilà, il y a des charges, il y a beaucoup de charges, il y a des paramètres politiques et autres. Mais si vous n'avez pas de vision, si vous ne persévérez pas, si vous ne travaillez pas votre marque, je ne pense pas que vous puissiez en réalité jouir de la propriété, des droits qui découlent de la propriété intellectuelle. Alors là, je parle de l'extraction de la valeur. L'extraction de la valeur, cela sous-entend soustraire l'élément propriété intellectuelle qu'il y a dans votre service, dans votre création. L'une des façons de le faire est de mettre en œuvre des innovations protégées. Vous mettez en œuvre des innovations, mais ensuite vous les protégez. Parce que mettre sur pied une création et ensuite ne pas le protéger, à mon sens, ce serait purement perdant. Pour créer un produit ou un service plus évolué que vous pourrez ensuite commercialiser. Une autre possibilité consiste à tirer les revenus directs de votre innovation. On a constaté également qu'il existait 6 façons. J'ai pu constater qu'il existait 6 façons de procéder à extraire la valeur de vos innovations par la vente, la concession en licence, l'utilisation dans le cadre d'une collaboration avec d'autres entrepreneurs. Vous pouvez partager avec d'autres entrepreneurs moyennant, bien évidemment, un revenu substantiel. Et j'ai pris l'exemple tout à l'heure du fabricant du meuble avec le designer. Voilà, vous pouvez gérer avec quelqu'un dont l'activité chevauche la vôtre. L'utilisation également dans le cadre d'une alliance stratégie, l'utilisation au fin de protection de produits et de services qui pourront ainsi être vendus à des prix beaucoup plus élevés. Puisque si vous avez protégé votre marque et vous avez travaillé la renommée de votre marque, bien évidemment, vous allez pouvoir tirer profit de cela en mettant le prix juste. Quand je parle de prix juste, il y a d'autres personnes. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer certaines marques. Il y a des marques naissantes, il y a des marques qui bénéficient déjà d'une certaine notoriété. Alors, lorsque vous avez pu prendre du temps à construire votre notoriété, vous pouvez clairement plus redescendre, comme si vous venez clairement de débuter la commercialisation de votre produit. J'ai parlé également de la création par SMH. La création par SMH, c'est-à-dire en disloquant votre entreprise en différents endroits. Pour le cas des pays membres de l'OAPI, quand vous avez protégé un produit au niveau de l'OAPI, il est aussi bien protégé au Cameroun, il est aussi bien protégé à Ouaga, il est aussi bien protégé en Côte d'Ivoire. Ici, je parle des domaines. Le 4e point, je parle de quelques domaines de la propriété intellectuelle qui touchent. C'est vrai, je suis déjà revenu là-dessus, donc je vais aller un peu vite fait. Rostand, j'ai une question qui vient de m'arriver, qui est une question un peu de néophyte. On me demande que vous précisiez un petit peu ce qu'est une marque, quelle est la définition d'une marque. Il y a des gens qui ont créé des sociétés, qui utilisent la société pour communiquer. Est-ce qu'il s'agit d'une marque? Est-ce qu'il y a une protection en plus de la déclaration officielle de la société? Est-ce que vous pouvez détailler cette distinction marque-entreprise?
la création, lorsque vous créez une société, elle est protégée déjà par un statut juridique. Lorsque vous mettez sur pied, c'est-à-dire le nom commercial. Bien que l'OAPI dans son annexe 3, parle également de la protection du nom commercial. Le nom commercial peut être protégé pendant 10 ans. Bien évidemment, ça ne doit pas être des noms communs, ça doit être des noms assez distinctifs. Bon, maintenant, dans votre nom commercial, il y a des produits ou bien il y a une marque que vous essayez de vouloir vulgariser. Ce n'est pas uniquement en créant le nom de votre société. Et si une autre personne utilise le même nom et opère dans le même domaine d'activité que vous, c'est une sorte de contrefaçon. En dehors du droit national qui protège le nom de votre entreprise, vous pouvez également le faire protéger par l'OAPI. Donc, le fait uniquement de créer une société, garantit votre statut juridique. Mais pourvu que la personne ou bien une autre personne qui exerce dans le même domaine ou bien a le même nom que votre entreprise, vous pouvez clairement saisir les autorités par rapport à cela, parce que cela porte à confusion au niveau de votre clientèle. Si un client, par exemple, sauf si c'est une filiale, c'est-à-dire une entreprise qui est créée en Côte d'Ivoire, elle a une filiale peut-être au Cameroun ou bien au Sénégal. Le nom commercial est protégé par l'OAPI. La marque est également protégée par l'OAPI, mais le nom commercial est également protégé par un statut juridique. Je vais dans le cadre des pays qui sont la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, qui est le droit commercial qui est encadré par l'acte uniforme relatif au droit commercial. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la préoccupation, ou bien il y a un point assez particulier dont il aimerait que je m'appuie. Non, je pense que ça clarifie bien les choses. Merci beaucoup, Rostand. Je vous en prie. D'accord. Pour enchérir, je disais, pour enchérir, le nom, une marque peut être un nom, une marque peut être un nom, peut être un logo, mais un logo ne saurait être le nom d'une entreprise. Il faut bien faire la nuance par rapport à cela. Il y a également des chiffres, il y a également la tonalité. Vous voyez MTN Everywhere You Go. Il y a même des emballages distinctifs, je disais des slogans publicitaires. Votre marque a la valeur ajoutée à votre entreprise. Elle a une valeur ajoutée du moment où vous exploitez les différentes potentialités qui l'entourent. Plusieurs personnes créent des marques. Aujourd'hui, il y a des différentes babouches, il y a des chaussures qui disent « OK, 100% africain », mais qu'est-ce qui vous distingue par rapport à l'autre? Qu'est-ce qui vous distingue? Bien que vous ayez mis sur pied votre marque, il faut bien la vulgariser, travailler votre marque afin qu'elle puisse avoir une identité commerciale et le succès escompté. L'artisanat traditionnel, le potentiel artisanal n'est plus à démontrer. Tout ce qu'il reste à faire, c'est en réalité exploiter le savoir-faire afin de mieux le rentabiliser. D'ailleurs, au Cameroun, je vais prendre l'exemple du Cameroun, il y a dans la région de l'Ouest, à Fumban, il y a plusieurs jeunes à Fumban qui savent en réalité comment utiliser le patrimoine culturel en faisant des trucs assez magnifiques, des meubles qui sont vendables, qui sont même exportés à l'extérieur. Mais ce que je trouve assez regrettable par rapport à cela, c'est uniquement au niveau de la protection. Ils vendent n'importe comment, c'est vrai, pour avoir de l'argent dans l'instant, mais en réalité, ils ne profitent pas totalement du potentiel
qu'ont ces différentes régions. Ils ne profitent pas totalement du patrimoine qu'ont ces différentes régions parce qu'il y a un savoir-faire assez consistant et important dans ces régions-là. Bon, même au Kenya ici, où il y a de nouvelles babouches, des babouches qui sont créées presque tout le temps, D'autres ont du succès parce qu'ils ont le circuit pour pouvoir commercialiser. Du coup, ils se disent, bon, tiens, moi, ça ne m'intéresse plus de faire enregistrer cette marque de produit parce que de toutes les façons, ça va me coûter cher. J'ai pris l'exemple lorsque je rédigeais l'exposé de la marque Sorebel en Éthiopie. Bon, je ne vais pas faire de publicité. C'est une marque, quand je regarde d'où est-ce qu'ils viennent et la notoriété aujourd'hui. Ils font des sandales à cette tendance, et qui aujourd'hui qui sont vraiment prisées partout, que ce soit en Afrique et dans le monde. Le e-service ici, je parle de l'aspect Internet. Le freelance aujourd'hui, il utilise Internet pour atteindre sa cible, soit pour vulgariser son service, pour soumettre certaines offres, la création des sites Internet qui s'accroît. Et à ce propos, il y a une pénurie de créateurs de web au Rwanda, ici à Kigali. Du coup, nous étions obligés à un moment donné, on avait un client qui nous demandait, il avait besoin d'une cinquantaine de web designers, des créateurs, des personnes qui pouvaient administrer un site Internet. Il n'y en avait pas. Bon, bien évidemment, il y a ce problème ici où il y a la barrière de la langue entre le Kinyarwanda, l'anglais. Certains ne maîtrisent pas. Du coup, il est difficile en réalité de communiquer. Alors, on était obligé de faire appel à certains prestataires au niveau du Cameroun qui ont fait le cahier de charge, et vous l'envoyez, il vous envoie directement le devis. Bon, vous constaterez que là, c'est assez spontané. Le technicien, lui, il ne se dérange pas de savoir, OK, est-ce qu'on a un contrat, même si c'est un contrat verbal, il va vous dire, vous allez me payer telle somme, vous vous accordez. Mais il ne regarde pas l'élément de la propriété intellectuelle. Lui, la charte graphique, je crois qu'elle est assez créative, elle est distinctive. Le site web que vous avez aujourd'hui devant vous, n'est forcément pas de la même manière que l'autre compte le concevoir. Alors, c'est où je parle de l'élément de la propriété intellectuelle. À vue d'œil, ça paraît négligeable. Mais si aujourd'hui les gens n'enregistrent pas autant en Afrique, c'est uniquement parce qu'ils estiment que, voilà, on nous paye à la tâche, je fais ma tâche et puis je quitte. Moi, je ne pense pas que vous puissiez créer une entreprise ou bien être périn dans votre activité avec autant de légèreté. En tant que prestataire pour des conceptions, design, contenu sur un site, vous devez avoir des contrats assez solides. Quand je parle des contrats, il y a des contrats sur Internet où vous pouvez télécharger, mais un contrat... Allô? Allô? Oui, la connexion est en train de se dégrader légèrement, mais on vous entend encore. D'accord. Voilà, j'étais en train de dire que le prestataire, le freelancer, l'entrepreneur doit pouvoir solidifier le contrat qu'il a avec un responsable d'entreprise ou bien avec même un autre entrepreneur, surtout lorsque l'élément de créativité en est sorti. Si vous n'avez pas l'élément de créativité, bien évidemment, vous pouvez faire un contrat assez basique. Comme il faut songer à la clause de propriété intellectuelle. Toujours, surtout lorsque vous allez faire une prestation assez spontanée et surtout lorsque on requiert vos compétences techniques spécifiques dans un domaine. Alors moi, je pense qu'il est important de toujours ressortir dans votre contrat l'élément de la propriété intellectuelle. Du coup, au sein de votre facture, il convient de différencier le prix relatif à la cession du droit d'auteur
et à celui relatif à la prestation de la réalisation du travail, c'est-à-dire ce qu'il vous paye, ce que le responsable d'entreprise ou bien votre co-contractant, lui, vous paye, par rapport à l'esprit ou bien à l'idée que vous essayez d'inculquer, vous essayez de mettre dans votre travail. J'ai pris l'exemple pour les contrats de commande. La rémunération peut se faire au prorata de l'exploitation de votre création, par exemple, ou au forfait. Vous pouvez dire, vous pouvez bien libeller dans votre contrat, je vous mets sur pied tel produit. Cependant, hormis ce que vous allez me payer actuellement, si vous arrivez à tel niveau de vente, ou bien si vous arrivez à tel niveau d'audimat, ou si votre truc ou bien le contenu de votre site est vu à tel nom, vous devez me reverser telle ou telle somme. C'est cette négociation qui est très importante. Ce n'est pas, c'est vrai, il y a plusieurs personnes qui peuvent, si vous refusez, il y a plusieurs personnes qui pourront le faire. Non, mais c'est à vous de donner la valeur à votre idée. C'est à vous de donner la valeur à votre créativité. Et je pense que lorsque vous discutez même avec un responsable d'entreprise et que vous rendez assez solide votre contrat de la sorte, il peut vous prendre au sérieux. Et là, vous allez clairement vous donner à fond parce que vous savez clairement que ce que vous êtes en train de mettre sur pied vous sera très, très rentable, hormis uniquement le prix du travail. Alors, moi, je pense qu'il est envisageable de protéger votre site web avec des droits d'auteur. Si vous allez constater, je navigue beaucoup dans du numérique et du digital. Je ne veux pas vous parler de l'agriculture. Je ne sais pas, probablement nous avons des participants qui exercent dans le domaine agricole, mais je ne sais pas qui se sentent lésés. Si vous me suivez depuis le début, peu importe l'activité dans laquelle vous effectuez, vous devez avoir l'élément créatif. Vous devez avoir ressorti l'élément de la propriété intellectuelle. Vous devez innover. Et quand vous innovez, vous pouvez avoir des droits attachés à votre produit. L'OAPI est là pour protéger votre créativité. Je parlais de l'innovation numérique. On parle de l'innovation au niveau des logiciels. De plus en plus, il y a plusieurs PME qui se constituent afin de créer des logiciels innovants, des logiciels de service pour aider les uns et les autres, pour aider les responsables d'entreprise, pour aider même certaines personnes qui exercent dans des activités, les bases de données. Bon, quand j'utilise les bases de données ici, c'est vrai, en Afrique, on n'a pas encore une loi uniforme au niveau de la protection des données. C'est vrai, au Sénégal, vous avez une loi sur la protection des données à caractère personnel, une loi de 2008. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Les bases de données ici, la condition, bien évidemment, c'est que vous en soyez propriétaire. Je parle des objets connectés. Les innovations, ces innovations, autant pour moi, sont protégées. Quand je parle de ces innovations, de ces trois éléments que j'ai su spécifier, sont protégés par les droits d'auteur. En ce qui concerne les logiciels, cette forme de protection est protégée par un code source. Le code source est l'élément qui vous a permis de mettre sur pied votre logiciel. Lorsque vous le développez, vous devez le protéger. Mais comment vous devez le protéger? Il y a en faisant des annonces, parce qu'il faudrait garder des traces écrites, des annonces à la télévision, à la radio, ou bien même le faire constater par un huissier ou bien un notaire. Le code qui doit être associé au matériel de conception de ce logiciel doit être protégé à l'ultime condition qu'il fasse preuve d'originalité. En tant que créateur de logiciels libres, je pense que vous devez protéger vos droits d'auteur. Concernant les droits d'auteur, l'OAPI en parle de façon générale, mais l'OAPI a laissé la latitude à chaque État membre de gérer les droits d'auteur.
par exemple, au Cameroun, il s'agit de la Socinadra. Je ne sais pas comment ça se passe au Sénégal ou bien à Ouaga, mais je pense que c'est laissé au niveau du ministère de la Culture, ou bien il y a des organes assez singuliers qui s'occupent, des organes précis qui s'occupent de la protection au niveau des droits d'auteur. Alors, enfin, le dernier élément dont j'aimerais m'attarder, c'est la propriété intellectuelle. Elle vous offre bien évidemment une position assez stratégique. En tant que freelanceur, elle constitue votre réputation et votre image. Elle bloque la concurrence déloyale. Elle fait également à la contrefaçon, à la concurrence. Elle permet également de contrôler vos consommateurs, parce que lorsque vous avez mis vos produits dans un domaine, dans un secteur assez précis, vous pouvez savoir exactement ceux qui consomment votre produit. L'optimisation de la technologie de base. Quand je parlais ici de l'optimisation de la technologie de base, c'était par rapport surtout au brevet, Parce que j'ai également constaté que la majorité des brevets sont délivrés à l'extérieur, en zone européenne. En Afrique, non. Vous savez pertinemment que le brevet est cantonné à une zone assez précise, une zone géographique. Quand vous délivrez un brevet, ce n'est pas pour tout le monde, non, non. Alors, je ne maîtrise pas les différentes compétences de certains, mais je pense que vous pourriez utiliser les données techniques des différents brevets, des différents brevets obtenus à l'extérieur pour pouvoir concevoir certains produits ici en Afrique et que les brevets soient délivrés au niveau de l'Afrique. La propriété intellectuelle vous offre également une alliance assez stratégique dans le domaine de votre activité. En conclusion, je pense que le freelancer, l'entrepreneur, le responsable d'entreprise, le start-upper, il doit cheminer avec les droits attachés à la propriété intellectuelle. Ce monde est innovant, ce monde où il y a une forte prestation de services, où chacun veut sortir de son carcan, chacun veut créer quelque chose. Je pense que l'effet serait de pouvoir bénéficier de la propriété intellectuelle. Et comme je vous ai dit au début, il y a un problème de culture au niveau de la propriété intellectuelle, un manque réel de dynamisme. Je ne sais pas si c'est parce que les offices de propriété intellectuelle en Afrique ne communiquent pas assez ou bien parce qu'ils n'offrent pas assez de forums, mais la propriété intellectuelle ne devrait plus devenir un mythe. Elle ne devrait plus devenir un mythe, surtout pour un entrepreneur, surtout pour un freelancer ou bien surtout pour un responsable d'entreprise. Cela devrait faire partie intégrante des actifs de votre entreprise. C'est-à-dire, vous devez prendre en considération que dans ce domaine, le domaine dans lequel je me lance, est-ce qu'il y a un élément de propriété intellectuelle dont je devrais en profiter? Est-ce que cela pourrait m'être utile par la suite? Et comment est-ce que je vais pouvoir le rentabiliser? Comment, après avoir découvert l'élément de propriété intellectuelle, comment est-ce que je peux le monétiser? Alors, les rapports que vous avez avec d'autres entreprises et des prestataires doivent être basés sur un contrat. J'insiste bien sur le contrat que vous pouvez avoir avec un tiers, surtout du moment où on requiert vos compétences techniques. Si cela cadre avec de l'innovation ou de la création, je pense qu'il faut faire ressortir la clause de propriété intellectuelle. La créativité et l'innovation sont des armes dont dispose aussi bien l'entrepreneur que le freelanceur. Le droit à la propriété intellectuelle est un vecteur qui sécurise cette créativité, tout en accélérant le processus d'expansion du prestataire. Alors, voilà, Emmanuel, j'espère que je n'ai pas pris assez de temps. J'ai pu résumer ce que j'ai pu préparer pour les intervenants, pour les participants, par rapport à la propriété intellectuelle, son rôle avec le freelancer, comment est-ce que
la PME, comment l'entrepreneur doit utiliser l'élément de la propriété intellectuelle. Là, je l'ai dit vraiment de façon très globale, afin que ceux qui nous écoutent prennent conscience que la propriété intellectuelle, c'est un élément assez important lorsque vous constituez votre entreprise. Peu importe le domaine, la livraison, si vous livrez, si vous livrez et que vous... Allô? 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 Je crois qu'on est en train de vous perdre à nouveau, Rostand. Allô? Allô? Votre voix est un peu hachée, ça a l'air de revenir. Allô? C'est bon? Oui, là, ça a l'air bon. Voilà. Pour clôturer mon propos, pour clôturer cet exposé, je t'ai dit les entrepreneurs doivent prendre conscience de l'élément propriété intellectuelle. C'est vrai, lorsqu'on parle de marque, il y a encore certaines spécificités, mais de base, il faut prendre conscience que si vous commercialisez un produit phare, un produit dont vous avez une vision à long terme, l'idéal serait de l'enregistrer. L'idéal serait de l'enregistrer ou tout au moins le faire savoir par des autorités. C'est vrai, on parle des coûts élevés au niveau de loi pays pour le simple entrepreneur africain, déjà qui a du mal à pouvoir s'en sortir ou bien pour pouvoir travailler le marketing de son produit. Mais ce n'est pas ça en réalité le problème. Si vous avez mis en tête l'élément de propriété intellectuelle, je pense que vous pourrez clairement vous en sortir. Je l'ai dit plus haut, il y a des ministères assez régulièrement qui offrent des subventions aux PME. Ça a été le cas au Cameroun, qui offre des subventions aux PME par rapport à la protection des marques, par rapport à la protection des dessins et des modèles industriels. C'est assez important, il faut le savoir. L'entrepreneur, c'est vrai, il s'occupe beaucoup plus du domaine technique, mettre sur pied son innovation et faire fructifier son produit, mais il oublie également un aspect très important, l'aspect de conseil, parce que ce serait peine perdue si au final, vous avez créé un concept, vous avez mis sur pied un produit et qu'une personne s'y emploie à contrefaire ou bien à vous plagier de façon assez récurrente. Je pense que ce serait vraiment peine perdue pour les entrepreneurs. Alors, je vous remercie et j'attends quelques questions s'il y en a. Merci, Emmanuel. C'est nous qui vous remercions. Et il y a des questions. Alors, il y en a une qui revient, qui est revenue beaucoup de fois au travers de questions plus complexes ou en tant que telles. Donc, je vous pose celle-là en premier. Pour une entreprise qui veut faire protéger sa marque dans un ou plusieurs pays, combien ça coûte? Au niveau de l'OAPI, premièrement, les frais d'enregistrement s'élèvent à 400 000 francs, d'après la dernière estimation. Vous pouvez même le voir au niveau du site. Ils ont une grille de prix, ça coûte 400 000 francs. Et l'avantage, c'est un vendu, c'est une somme assez exorbitante, mais sauf que l'avantage, c'est que vous êtes protégé dans tous les 17 pays de l'OAPI. Vous partez au niveau du siège de l'OAPI à Yaoundé, au Cameroun, où vous faites clairement une demande, vous pouvez dessiner votre marque, on étudie votre marque si elle ne prête pas à confusion, si elle est réellement distinctive, Et il y a également un réel problème. L'OAPI s'y emploie à réellement chercher l'antériorité. Est-ce qu'il y a une marque précédente qui portait le même nom ou bien la même identité? Vous voyez. Et cependant, lorsque vous bénéficiez clairement d'une protection pendant 10 ans. Et je pense que ce n'est pas rien. C'est pour cette raison que j'ai parlé de la vision. Si vous avez une réelle vision, vous n'allez pas clairement me dire en 10 ans, vous ne pouvez pas, je ne sais pas comment ça se passe dans la gestion de l'entrepreneuriat, vous n'allez pas récupérer les sommes.
la somme que vous dépensez, c'est en réalité protéger votre savoir-faire. Et croyez-moi, si vous réussissez à tomber sur l'un de vos produits contrefaits et que vous ventilez assez bien vos réclamations, vous pourriez même avoir le double, voire le triple, parce que vous pourriez bien motiver le temps perdu, motiver tout cela devant un juge qui pourra vous accorder. Surtout que quand vous avez le numéro d'enregistrement de votre marque. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. En fait, vous avez répondu du coup à plusieurs questions. La première sur comment il faut faire. Il faut aller au siège de l'OAPI dans votre pays ou au moins correspondre avec eux parce que j'imagine qu'on peut leur écrire en ligne. Bon, combien ça coûte? Ça coûte 400 000 francs et combien de temps ça dure? Ça dure 10 ans. Exactement. Je voulais apporter encore une petite précision. C'est que si vous n'êtes pas, pour éviter le déplacement, la loi vous permet de déposer sous scelle fermée, scellée, au niveau du ministère de votre pays respectif, c'est-à-dire le ministère probablement qui a l'industrie dans ses attributions. Vous déposez sous 5 jours, votre ministère doit transférer cette demande d'enregistrement de marque au niveau de Yaoundé qui l'étudiera. C'est vrai, bien évidemment, il y a plusieurs phases parce qu'ils étudient votre marque. S'ils constatent, ils vous adressent un courrier. S'il y a des pièces supplémentaires à venir compléter, parfois, vous pouvez vous-même déposer votre marque ou bien passer directement par des mandataires de l'OAPI qui peuvent le faire. Il y a des mandataires, de l'OAPI qui sont habilités à faire le dépôt de marque et ceux-là peuvent également vous conseiller et afin d'éviter les allers-retours et les dépenses inutiles. Donc, vous pouvez même le faire si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Burkina Faso, vous pouvez le faire au niveau du ministère qui a l'industrie ou l'innovation. Je ne sais pas, au Cameroun, par exemple, c'est le ministère des Mines et de l'Industrie. Je ne sais pas comment au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire ou bien au Mali. Vous pouvez déposer directement votre demande au niveau de votre ministère. Ils ont 5 jours pour l'acheminer au niveau de Yaoundé. On a la même question, mais pour le Rwanda. Est-ce qu'il y a une procédure ou des moyens spéciaux pour faire un dépôt au Rwanda? Au Rwanda, ici, il y a une loi d'abord. Il faut comprendre que le Rwanda a une loi nationale sur la propriété intellectuelle. Il y a le ministère de l'Industrie qui gère la propriété intellectuelle. Vous pouvez déposer votre demande d'enregistrement au niveau du ministère de l'Industrie, mais l'idéal serait toujours de passer par l'Office rwandais de développement, et ce qu'ils appellent ici Rwanda Development Board. Rwanda Development Board, parce que c'est la vitrine de l'entreprise, c'est la vitrine des investisseurs, c'est la vitrine même de l'entrepreneuriat au Rwanda. Là, vous pourriez bénéficier de plusieurs conseils. Vous pouvez bénéficier de plusieurs conseils. Vous pouvez directement, il y a une section à l'Office rwandais de développement, il y a une section spécialisée en propriété intellectuelle qui pourra suffisamment vous renseigner par rapport. Alors, pour la particularité du Rwanda, c'est que c'est beaucoup moins cher. Au Rwanda, c'est 100 000 francs rwandais. 100 000 francs rwandais, je ne sais pas combien ça coûte. Ça doit coûter entre les 50 000 francs CFA. Ça doit coûter entre les 50 000 francs CFA. Mais sauf que le problème, c'est que ça couvre uniquement le territoire du Rwanda. C'est-à-dire que vous êtes protégé, mais ça couvre uniquement. À l'inverse de l'OAPI ou bien des pays de l'ARIPO, par exemple, qui couvrent plusieurs pays, en fait. Très bien, très clair. Merci beaucoup. Là, j'ai également plusieurs questions qui tournent autour des sites web. Je vais essayer de formater ça en une seule question. Si on a développé un site web distinctif avec des fonctionnalités et un design qui sont originaux,
quelle est la procédure pour le protéger? Donc, c'est les mêmes questions, c'est procédure, est-ce que le coût est différent, est-ce que la durée de protection est différente? Et est-ce que ça protège à la fois le code et l'interface visuelle, ou est-ce que ça protège seulement le code lui-même? Est-ce que ça protège le design en quelque sorte? Le design… C'est beaucoup de questions à la fois. D'accord, d'accord. Je vais essayer de répondre de façon progressive. Je vais prendre le code. Je vais prendre le code. Le code, lui, il est particulier. Votre code, il est originel. Bien évidemment, probablement… Vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Le code, voilà. S'il est original, il n'y a pas de problème pour le protéger. Oui, s'il est original, il n'y a pas de problème. Il est protégé par les droits d'auteur. Le code, il est protégé par les droits d'auteur. Mais maintenant, comment faire pour protéger votre code? Je l'ai dit, vous pouvez le faire constater d'abord par un huissier, par un notaire. C'est vrai, ça paraît assez technique, mais l'idéal serait que vous gardiez des traces écrites de votre originalité. Sinon, une autre personne pourrait prendre le même code et ensuite le développer. À défaut, vous utilisez votre code, vous pouvez utiliser votre code, ensuite vous le faites couvrir par une marque. Je veux dire, je pense, je ne sais pas, le code fait naître un logiciel. Je veux dire, vous faites clairement protéger votre logiciel par une marque. Alors, pour le code, il est protégé par les droits d'auteur. Et comment protéger les droits d'auteur? Vous devez le faire constater, il doit être original. Et je l'ai dit, les droits d'auteur sont protégés par le droit national. Au Cameroun, c'est la SOSINADRA. Forcément, il y a un office au Sénégal qui protège les droits d'auteur. Pareil en Côte d'Ivoire, les droits d'auteur et les droits voisins qui protègent. Donc, lorsque vous avez fait constater, et si vos droits d'auteur sont protégés, dans la mesure où vous allez probablement voir, OK, il y a une autre personne qui a utilisé le même code que moi. S'il a utilisé le même code que vous, et que vous pouvez le prouver, ça, c'est un peu la difficulté. La difficulté revient un peu au niveau de la preuve, parce que cela requiert des compétences assez techniques, des développeurs assez expérimentés qui s'y connaissent, qui pourront voir, OK, tiens, ça c'est littéralement le même code. Et si on constate que c'est le même code, et là, vous pouvez poursuivre l'autre pour plagiat. Concernant l'interface graphique, les interfaces graphiques ont une marque assez singulière. Je ne suis pas un web designer, mais je pense que les interfaces graphiques, chaque interface a une singularité. Du moment où elle est copiée ou bien il y a certaines similarités, cela porte clairement de la contre. Cela à vue d'œil, même pas à vue d'œil pour celui qui s'y connaît, ou bien s'il a constaté que son interface graphiste a été copiée par une autre personne, il peut clairement faire valoir ses droits du moment où il l'a protégé. Il a protégé soit par sous couvert une marque ou par les droits d'auteur. Si vous me suivez très bien, vous allez constater que vous avez deux possibilités, soit par les droits d'auteur, soit par une marque. Une marque parce que vous couvrez votre produit, c'est-à-dire tous les produits, toutes les particularités qui pourront découler de cette interface, de cette marque, devront être protégées. Je prends un exemple banal. Vous avez une marque, une interface graphique Orange, et vous décidez de le couvrir d'une marque, je vais l'appeler papier. Je vais l'appeler papier. Là, vous couvrez clairement tous les produits qui sont sous-jacents à cette marque, si je peux utiliser cette expression. Allô? Très bien, merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin parce qu'on vous a tous fait durer un petit peu.
Mais j'ai encore une question qui, à mon avis, est tout à fait dans l'air du temps. Non, pardon, j'ai encore deux questions. Il y en a une qui est importante que je vais poser, c'est pour un journaliste, comment est-il possible de protéger ces textes au niveau de l'OAPI et comment ça se passe, c'est-à-dire combien ça coûte, est-ce qu'il faut redéposer ces textes à chaque fois qu'on en produit et en cas de plagiat, qu'est-ce qu'on peut gagner, comment ça se détermine et qu'est-ce qui peut en sortir? D'accord. Les textes sont protégés par les droits d'auteur. Votre contenu, le contenu de vos articles, sont protégés par les droits d'auteur. C'est pratiquement la même chose. C'est une loi qui est supérieure. Du coup, il n'y a même pas besoin d'aller les déposer à l'OAPI. Non, vous n'avez pas besoin de faire un dépôt à l'OAPI. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un dépôt par rapport à au contenu de votre texte à l'OAPI. Votre idée, le contenu peut-être de votre article que vous publiez, par exemple, sur un web, est protégé. Ce contenu est protégé par les droits d'auteur. Si vous constatez quelqu'un qui l'a plagié, et il y a des gens, par exemple, qui procèdent au plagiat, que ce soit des soutenances, que ce soit des livres. Ça, c'est protégé par les droits d'auteur. Et là, c'est la loi nationale. Je l'ai dit, c'est la loi nationale qui gère ce qui concerne les droits d'auteur. Mais cependant, en tant que journaliste, vous devez verser certaines redevances. Si vous voulez que l'on protège vos écrits d'une manière ou d'une autre, il faut vous enregistrer au niveau de l'office qui gère les droits d'auteur dans votre pays respectif. Alors, après avoir payé ces différentes redevances, je crois que vous vous acquittez chaque année. Si vous constatez que votre contenu a été plagié, vous pouvez clairement porter plainte auprès des juridictions. Ça, c'est la possibilité la plus directe. Vous n'avez pas, parce que les droits d'auteur, ce sont des idées. Les idées, la protection vient de la matérialisation de votre idée. Une autre personne peut avoir la même idée. Bon, maintenant, lorsque vous matérialisez un journaliste, il est un rédacteur, peut-être web, et chaque fois, il rédige et que quelqu'un est en train de plagier. Vous pouvez, si vous avez la preuve de ce que lui a plagié, vous pouvez porter plainte au niveau des juridictions. D'ailleurs, c'est une infraction pénale qui est punissable de 2 ans à 5 ans de prison. Je veux dire, d'après le code pénal camerounais. D'accord. Si je peux me permettre une remarque personnelle, c'est punissable, mais ce n'est pas souvent puni parce qu'on en voit quand même beaucoup du plagiat du travail des journalistes. Et je suis parfaitement d'accord. C'est parce que la majorité, plusieurs personnes ne savent pas comment faire valoir leurs droits, d'abord. Et le plus difficile, comme je vous l'ai dit, c'est parfois la preuve. J'ai eu en cabinet, j'ai eu assisté à une audience de plagiat à la Cour d'appel du littoral. Elle n'était pas assez évidente, mais sauf que l'avocat qui défendait celui qui avait été plagié, il a fait ressortir, à chaque moment, il a fait ressortir les éléments. Et celui qui plagiait, lui, c'était tellement visible, bien qu'il essayait tant bien que mal de paraphraser parfois le contenu textuel de l'autre, c'était à la fin complètement visible. Et de plus, il peut avoir des témoins. Ceux qui peuvent attester que celui-ci n'a jamais rien écrit, il n'a jamais fait tel ou tel truc, même au niveau de l'imprimerie, il n'a jamais rien fait. Alors, il y a plusieurs moyens de le prouver. Mais il faut faire preuve de professionnalisme afin de faire comprendre au niveau des juges, parce que même les juridictions, ça je le dis à regret, il y a certains juges qui ne comprennent pas, parce que nous n'avons pas des juridictions en Afrique spécialisées. Vous voyez, ces juges gèrent le contentieux général. Alors, si vous, l'avocat de la partie ou bien de celui qui s'est fait plagier,
ne ressortez pas ou vous ne faites pas comprendre au juge que, bon, voilà, ceci veut dire ceci, et voilà comment est-ce que mon client, il a ceci, et il a été plagié de telle ou de telle manière, afin que ce soit complètement évident pour lui, ou bien pour eux. C'est un peu la réalité, en fait. C'est un peu la réalité. Il y a des sanctions, mais elles ne sont pas exécutées, elles ne sont pas applicables. Très bien. Et alors, j'ai une dernière question. La question de la fin, c'est une question réseaux sociaux. Supposons que j'ai une marque déposée dans un domaine quelconque. Que faire si une page Facebook, un compte Instagram, une chaîne YouTube ou un groupe Telegram utilisent des éléments de ma marque dans leur nom? S'ils font semblant d'être moi, est-ce qu'il y a des moyens de recours? Est-ce qu'il y a moyen de se protéger contre ça? Parce que le monde, c'est une innovation ouverte. Bien évidemment, vous ne pouvez pas empêcher que l'on vous plagie ou bien qu'on copie le contenu de votre page Facebook ou bien de votre compte personnel. Vous ne pouvez pas empêcher, mais par contre, vous pouvez trouver, pas que vous pouvez trouver le moyen, il y a un moyen assez efficace. J'ai envie de prendre l'exemple de votre page qui se retrouve sur Instagram. L'idéal, et surtout, ça c'est l'idée générale au niveau de la propriété intellectuelle, c'est toujours d'avertir, c'est-à-dire une mise en demeure. Alors, vous adressez une correspondance, que ce soit à la page qui a copié votre contenu ou la personne qui a copié votre contenu, vous l'adressez une correspondance, si possible, avec une correspondance par voie d'huissier, que ce soit par voie… En l'occurrence, YouTube ne reçoit pas les huissiers, donc on peut envoyer un commentaire ou éventuellement un message privé à la personne. Exactement. Bon. Maintenant, le plus difficile en réalité, ce serait de localiser la personne. Je ne sais pas. Vous pouvez être ici en Afrique, quelqu'un copie votre contenu et puis lui se retrouve en Russie. L'unique possibilité qui pourrait clairement s'offrir à vous n'est pas très légale parce que nous ne sommes pas dans le même cadre juridique. Nous ne sommes clairement pas dans le même cadre juridique. Vous pouvez bien évidemment écrire à l'éditeur YouTube afin de signaler le contenu qui a été plagié. Mais par contre, si nous étions ici en Afrique, où vous êtes dans la zone ou un pays, quelqu'un qui a copié votre contenu, qui se retrouve peut-être en Côte d'Ivoire, vous pouvez à ce moment saisir les juridictions en portant plainte au niveau des institutions judiciaires, soit pour que la personne retire le contenu, ou bien que la personne vous dédommage si la personne a utilisé votre contenu, surtout à des fins publicitaires. Voilà. D'accord. Donc, le seul moyen, en fait, c'est de sortir des réseaux sociaux et d'aller d'identifier la personne physique et de la signer devant les tribunaux. Il y a aujourd'hui plusieurs moyens. Je ne suis pas obligé, par exemple, de partir au niveau de la Côte d'Ivoire pour saisir un tribunal. Si j'ai eu les coordonnées d'un tel ou tel, je peux uniquement envoyer à cause de d'une certaine réciprocité qui existe entre que ce soit au niveau de la police ou bien au niveau des juridictions. C'est vrai, le droit reste une souveraineté nationale, mais si vous avez la possibilité de faire valoir votre pays dans un autre pays, tant que vous avez réellement pu identifier le fraudeur, tant que vous avez pu identifier le contrefacteur. Très bien. Et si je peux me permettre, parce que j'ai déjà croisé le cas, sur des médias comme Facebook ou YouTube, leur business model est basé sur des contenus. Et donc, les gens qui plagient des contenus ne sont pas leurs amis. Et par contre, il est possible de demander à YouTube ou à Facebook de bloquer un compte qui vous fait du tort parce qu'il vous plagie.
Exactement. YouTube et Facebook, alors sous réserve de plein de choses, et là, on n'est pas du tout dans le domaine du droit, on est dans le domaine de Technique. la propriété privée, et Facebook et YouTube font leur propre loi et l'appliquent comme ils l'entendent, mais ils n'aiment pas le plagiat et ils peuvent vous aider à vous protéger à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai, si c'est un groupe Telegram, là, je ne suis pas sûr. Là, il faut trouver les personnes et demander de l'aide à l'OAPI ou à la justice. D'accord. Nous avons, je ne sais pas, j'aimerais ajouter par expérience au Rwanda en tant qu'avocat, nous avons eu, je ne sais pas si c'est un cas, si j'ai envie de dire un cas un peu similaire, où un monsieur a eu des injures, des sérieuses injures par rapport à son physique et des menaces de mort par rapport à des menaces de mort assez régulières. Alors, ça a été simple dans un compte Facebook, ça a été simple. Il y a au Rwanda une institution qui gère la télécommunication. Alors, il a suffi d'une plainte au niveau du parquet. Alors, le procureur, il a permis que l'on puisse saisir le compte et fouiller le contenu de la personne, c'est-à-dire en violant complètement cette vie privée du moment où ça a été ordonné par les institutions judiciaires afin qu'on puisse mettre la main sur l'autre qui est en train de menacer. Ça a fait un peu boom parce qu'on disait, ben voilà, on viole complètement la vie privée de la personne, mais comme je vous ai dit, le droit national, il est parfois assez souverain. Si vous avez la possibilité de faire valoir vos droits ou bien si vous êtes menacé d'une quelconque manière, si les institutions qui censurent en général la communication dans votre pays peuvent vous être d'une utilité, ils ne vont pas se gêner, surtout lorsque l'ordre public est mis en danger. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours, c'est que des États, comme le Sénégal, par exemple, fait plusieurs centaines, je crois même plusieurs milliers de demandes par an à Google et à Facebook pour identifier des personnes dans le cadre de poursuites juridiques pour des raisons, pour des escroqueries, des menaces, des choses comme ça. Je crois que les GAFA sont complètement au-dessus de ça. En fait, plus ou moins, mais disons qu'ils jouent le jeu avec la plupart des États qui leur donnent des autorisations et des accès à des personnes privées. Exactement. Très bien, et bien ça nous amène à la fin. Rostand, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez, je vous laisse le mot de la fin. Bon, je vous remercie également. Cela m'a permis d'explorer ce monde de la propriété intellectuelle. À ceux qui nous écoutent, probablement, la vidéo sera partagée pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là, elle sera partagée sur YouTube. La propriété intellectuelle, c'est un élément assez important. Donc, tout le monde devrait prendre, les responsables d'entreprise, les PME africaines qui se veulent innovatrices, les startups, vous devez prendre en considération l'élément de la propriété intellectuelle dans toute activité dans laquelle vous vous lancez. Elle est très importante. Cela permet également qu'on ait aussi une identité. Cela nous permettrait également qu'on cesse d'être à l'arrière par rapport à d'autres pays. Lorsque vous avez de la propriété intellectuelle, vous cessez clairement de consommer chez les autres, vous consommez clairement pour vous. Donc, je vous remercie une fois de plus et je reste disponible pour d'autres questions ou d'autres précisions. Vous avez mes contacts. Je suis à Kigali, donc c'était une très belle opportunité. Merci pour le partage. Très bien. Merci à tous pour cette séance de partage. Merci pour votre patience et on espère que tout ça va déboucher sur de splendides entreprises bien protégées légalement. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et un très bon week-end. Merci.